Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous dans le choc des idées. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, comme chaque dimanche sur Sud Radio. Et je suis ravi de retrouver mes deux acolytes du dimanche. Stéphane Simon, bonjour. Bonjour à tous. Producteur du film L'Abandon sur le sort de Samuel Paty. Vous gravirez les marches du Festival de Cannes la semaine prochaine et nous serons tous avec vous. D'ailleurs, on vous retrouvera en duplex la semaine prochaine. C'est un peu gênant comme introduction, non? Parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. Hein. Si, on est aussi là pour parler de nous et pour vous présenter. Comme ça, tout le monde saura d'où vous parlez, chers camarades. Nous sommes avec un autre camarade, c'est Arthur de Vatrigan. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect, dans vos kiosques en ce moment, avec ce numéro très spécial d'ailleurs, mon cher Arthur, sur un gourou trumpiste, précisément, que vous présentez, un personnage que vous avez trouvé fascinant. On peut vous le recommander, c'est dans vos kiosques, le magazine L'Incorrect. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes ravis de retrouver, d'accueillir notre invité, Frédéric Becbédé. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, un enfant du XXe siècle et des années 90 qui nous présente son ouvrage, son dernier ouvrage, c'est Albin Michel, Ibiza a beaucoup changé. Un ouvrage que Stéphane Simon a dévoré et qu'il va vous raconter dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est la tradition, la carte blanche d'Arthur de Vatrigan. Et on va parler du rapport à Londres qui était donc voté, et donc c'est-à-dire publié en début de semaine. La commission d'enquête posait deux questions simples. Première question, l'audiovisuel public fait-il bon usage de l'argent qui lui est confié? Deuxième question, l'audiovisuel public est-il réellement au service du public? Et le rapporteur à Londres répond non et non. Alors, commençons par le nerf de la guerre, l'argent. La Cour des comptes l'a dit, la gestion est catastrophique, c'est pas un détail. France TV, je vous rappelle, c'est presque la moitié du budget du ministère de la Culture, ça fait quand même un sacré paquet d'oseille. Et la machine coûteuse fonctionne pas très bien. Sur la deuxième question, personne n'a été vraiment surpris que le pluralisme manquait un tantinet à l'appel. Mais je reconnais que dans ce rapport, on découvre quand même des choses. Étonnamment, j'imaginais pas que certains canaux d'endoctrinement étaient à ce niveau-là. Par exemple, la plateforme France TV Slash, qui est le rapporteur préconise de supprimer, qui est une plateforme destinée à la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on y trouvait? Alors, des trucs classiques, on appelle à relayer la cagnotte pour le comité Adama Traoré, des injonctions à ne pas dire bonjour madame ou bonjour monsieur pour éviter le mégenrage, mais aussi des portraits, la promotion de personnes qui ont des grandes qualités, comme madame Vanessa, dont sa qualité première est de gagner 20 à 30 000 euros, en postant des photos d'elle sur OnlyFans, donc en faisant le tapin sur Internet. Bref, voilà ce qu'on présentait à notre jeunesse. La question aussi, c'est comment nous sommes arrivés là. Parce que les contre-pouvoirs n'ont pas joué leur rôle. Alors, quels sont les contre-pouvoirs? D'abord, l'État. Il finance, il nomme, il supervise, mais il regarde un peu ailleurs, sinon la gestion catastrophique que constatée par la Cour des comptes n'en serait pas à ce niveau-là. Et donc, Charles Lalonde propose une reprise en main politique et administrative, notamment par un secrétariat d'État rattaché au Premier ministre. On peut en discuter, mais en tout cas, il pose une question: qui pilote réellement? Ensuite, dans les organismes de contrôle, vous avez le comité d'éthique. Et on a vu dans l'affaire Cohen-Legrand que le comité d'éthique n'a pas fait son boulot, puisqu'ils ont rendu un avis dans l'urgence, sans attendre d'avoir l'intégralité des éléments, et j'en parle en connaissance de cause, étant donné que c'était moi qui avais les éléments, et que j'ai jamais eu de coup de fil de madame Malbanel. Ensuite, sur l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, ça c'est intéressant, il produit, vous savez, un rapport sur l'exécution du cahier des charges. Et je vous invite à regarder celui de 2026 qui recèle des pépites, notamment sur les obligations relatives au pluralisme et aux campagnes électorales. Au moment des européennes et des législatives 2024, donc 2 élections successives, l'Arcom explique qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte le temps de parole parce qu'il y avait trop de temps de parole. C'est pas une blague, c'est écrit dans le rapport. Alors soyons honnêtes, de temps en temps, il fait son boulot. Dans ce même rapport, il confirme que France TV est bien raccord avec son cahier des charges sur la diversité. Or, qu'est-ce que la diversité? C'est la kélos. Je cite: intersectionnalité, les personnes perçues comme non blanches et les minorités sexuelles. Vous m'accorderez que ça manque un peu de 3 petites choses, et on est quand même plus proche d'un vocabulaire d'un chômeur de Tolbiac ou d'un penseur décolonial. Alors c'est pourquoi, parmi les 69 recommandations, Charles Lalonde vise à redéfinir la diversité. Parmi ces recommandations, il y a aussi les éditorialistes. Plutôt que des éditorialistes salariés, il propose qu'ils viennent d'ailleurs, de Figaro, de Libé, de l'UMA, de VA, idée plutôt intéressante. Non pas que le chroniqueur de l'audiovisuel public soit gauchiste, il y en a, mais pour la plupart, il y a peut-être une bonne foi dans un conformisme qui s'ignore. Je prends l'exemple de Patrick Cohen qui déclare « Je suis un faux éditorialiste ». Bon, c'est un peu embêtant. Or, encore plus embêtant quand l'époque n'est plus au débat sur les taux de CSG, mais sur le grand retour des affrontements idéologiques.
L'audiovisuel public devrait être une agora, un lieu où les cervelles se frottent, les opinions se confrontent. Ça reste encore le meilleur moyen de trouver des réponses à des sujets complexes. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un bunker qui panique dès qu'une voix extérieure arrive. Dernier exemple, notre consoeur Eugénie Bastier, qui a annoncé pour une émission à la rentrée, là, c'est branle-bas de combat contre sa venue. Non, on veut pas d'une conservatrice. Certains flippent de perdre leur petit strapontin et les privilèges qui vont avec. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant à la suite de ce rapport ? C'est quand même ça qui est intéressant. Une trentaine de recommandations peuvent être appliquées directement par les sociétés, une quinzaine par décret, donc, c'est-à-dire par le Premier ministre ou le gouvernement, et une autre qui doivent passer par le Parlement. Eh bien, c'est mal parti parce que Delphine Ernotte, qui se déclare très progressiste, en fait, se révèle très conservatrice, elle ne veut rien changer. Le Premier ministre dit on est passé à côté de l'essentiel, donc j'en veux pas. Et Madame Pannier-Runacher, députée, explique, je cite, ce que Charles Allongue reproche aux médias publics, c'est ne pas suffisamment relayer les positions de l'extrême droite, et ça, c'est très grave. C'est vrai que l'extrême droite, étant donné que c'est 40% de l'opinion, on peut comprendre que certains demandent que leurs opinions soient représentées. Donc la vérité, c'est que ce rapport, il va être difficilement applicable parce que ni la maison concernée veut le changement, ni les politiques ne veulent le changement. Et quant au Parlement, vu l'état des lieux, on sait très bien qu'une loi ne peut pas être votée. Donc la maison brûle, mais certains trouvent la température agréable pour y rester encore. Et c'était la carte blanche du vrai éditorialiste pour le coup, qui est Arthur de Vatrigan. Sur Sud Radio, Frédéric Becbédé. Une réaction, on va reparler de la télévision dans quelques minutes dans cette émission sur Sud Radio. Elle a beaucoup changé, vous le dites très bien. Comment vous avez vécu ce rapport et cette commission d'enquête ? Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle assez amusant à regarder, de voir des gens qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur demande des comptes et qui s'offusquent à chaque question. Et puis, sur l'argent, franchement, j'ai fait une émission littéraire sur Internet et qui est retransmise par le Figaro TV, qui s'appelle Conversation chez la Pérouse. Ça ne coûte rien aujourd'hui de faire des émissions culturelles. On a quelques caméras qui sont très légères, des micros. C'est comme si quasiment c'était filmé avec un téléphone portable, mon émission. Donc je ne comprends pas pourquoi ça coûte si cher. Parce que c'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, les médias, c'est plus un investissement aussi lourd qu'avant. Donc on ne comprend pas pourquoi c'est si onéreux et pourquoi il y a autant de besoin d'un budget aussi immense. Ensuite, après, là où vous parlez plus politiquement, pour moi, ça fait longtemps que je sais qu'il y a un équilibre entre un service public progressiste et d'autres médias qui sont conservateurs. Je pense à Europe 1, CNews, peut-être Sud Radio. Ça dépend, il y a un peu de tout. Au fond, je crois que les Français savent maintenant qu'il y a un équilibre comme ça, qu'il y a d'un côté, avec nos impôts, une pensée plutôt social-démocrate, disons, et puis d'autres médias si on veut entendre un autre discours. Voilà. Donc peut-être, ce que vous dites est juste, il faudrait plus de pluralisme, mais alors à ce moment-là, on vous dira qu'il faudrait plus de pluralisme ici. Dans les médias privés, par exemple. Stéphane Simon ? Non, moi je veux juste dire que par rapport à la présentation qu'a fait Arthur et la présentation du rapport, il y a quand même sur le service public aussi des marques d'engagement sur d'autres thèmes. C'est France 3 Cinéma, par exemple, qui finance notre film sur les derniers jours de Samuel Paty. Ça veut dire aussi que le service public est capable d'aller s'engager ailleurs. Alors c'est vrai que les exemples qui ont été pris sur la plateforme Slash sont très caricaturaux, et c'est vrai que là du coup ça nous saute aux yeux, mais c'est aussi sur cette même plateforme qu'il y avait il y a quelque temps On n'est plus des pigeons, qui était une émission de consommation assez proche du public et assez sympathique. Donc on peut trouver dans le service public, on peut trouver des contre-exemples évidemment. Bon, écoutez, ce sera dit, on sera exhaustif. Vous avez vu comme j'étais bien, parce que je veux pas me fâcher, moi. Vous êtes souvent bien d'un autre côté. Il ne faut jamais jeter tout le bébé avec toute l'eau du bain, pardon. Allez, tout de suite, l'ouvrage de notre invité Frédéric Becbédé. Je le rappelle qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Sud Radio chez Albin Michel. Ibiza a beaucoup changé. Stéphane Simon, vous n'en avez pas perdu une miette ni une page. Non, moi j'adore Frédéric Becbédé. Je le connais depuis 1997. On faisait à l'époque Rive droite, Rive gauche. C'était le flamboyant chroniqueur littéraire de Thierry Ardisson. Et c'est à l'époque aussi que j'ai découvert
découvert L'amour dure 3 ans. C'était un livre c'est un livre qui est devenu culte et qui a marqué l'époque, évidemment. Et aujourd'hui, il nous vient avec son 23e livre, Ibiza a beaucoup changé, paru chez Albin Michel, qui est un recueil qui a ça de commun avec L'amour dure 3 ans, c'est que c'est un recueil de nouvelles et où vous traitez aussi des illusions de l'amour. Mais pas seulement. On vous attaquez d'autres thèmes favoris, comme par exemple l'insatisfaction, l'égoïsme érigé en art de vivre. Et vous écrivez dans la peau de votre double maléfique que vos lecteurs connaissent, Octave Parango, ce personnage d'agence de pub qui aime tant la drogue et les jeunes filles. Alors, je le disais, on y parle d'amour, de fête, mais aussi du temps qui passe. Car, comme tout le monde, Frédéric Becbédé, vous vieillissez. C'est insupportable. Et on s'aperçoit que l'époque a bien changé, d'où le titre de votre livre. Alors, votre personnage, dans lequel vous adorez vous glisser, incarne totalement les années 90, 2000. On peut dire que vous êtes le peintre de l'époque. Vous écrivez dans une langue qui a la musicalité, le tempo de l'époque aussi. Et alors, quand on s'est fondu avec un tel naturel et une telle virtuosité dans l'époque, comment on fait pour lui survivre ? On s'inquiète et on est un peu égaré aujourd'hui. Octave, c'est vraiment le noctambule des années 90. J'appelle cette décennie la décennie dorée, parce que c'était avant Internet, parce que c'était avant les téléphones portables, qu'il y avait quand même une liberté non surveillée et que tout le monde n'était pas en train de juger tout le monde. Alors je crains qu'Octave soit plus un homme du XXe siècle que du XXIe. Il ne comprend pas grand-chose au confinement, par exemple. Il constate que les fêtards d'Ibiza sont devenus profs de yoga. Il a du mal avec même la littérature contemporaine où tous les livres doivent être bienveillants, doivent guérir les gens de leurs souffrances, doivent être des témoignages positifs. C'est le type même de l'anti-héros, donc un peu comme dans mes livres préférés, que ce soit L'étranger de Camus ou Voyage au bout de la nuit, un paumé. Octave est un paumé, on suit quelqu'un qui est minable, qui nous ressemble, qui est un jouisseur, un hédoniste, autodestructeur, sarcastique, libre. Et moi, je trouve que c'est agréable que les personnages de romans soient le contraire d'exemplaires, que ce soit des irresponsables et des inconséquents. Ça me paraît fournir un plaisir supplémentaire de lecture, tout simplement. Et bien justement, on va parler de l'illusion de l'amour avec vous, Frédéric Becbédé, dans un instant sur Sud Radio. Je rappelle votre ouvrage Ibiza a beaucoup changé chez Albin Michel. Nous sommes toujours avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Toujours avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan et notre invité sur Sud Radio aujourd'hui, jusqu'à midi, Frédéric Becbédé qui présente Ibiza a beaucoup changé. C'est publié chez Albin Michel. Nous parlons d'amour ce dimanche, Stéphane Simon. Bah oui, parce que Frédéric s'est fait connaître, je le disais, avec L'amour dure 3 ans. Enfin, il y avait eu d'autres nouvelles avant. Et vous écrivez comme personne sur les beautés et les misères de l'amour. C'est toujours très drôle. Vous avez des formules sur l'amour. On sent que c'est un sujet qui vous inspire. Vous jubilez dans les jeux de l'amour. Et cette fois, moi, j'ai vraiment, comment dirais-je, goûté avec exquise cette phrase que je trouve d'une extrême drôlerie. L'amour est un château de cartes cérébrales destiné à vendre des livres aux midinettes refusant d'assumer leur nymphomanie. Frédéric. Mais vraiment, mais quelle honte! Qui a écrit ça? Ça peut pas être de moi. Non. Vous aurez toujours le droit de le dire sur Sud Radio, même de l'écrire. Non, mais c'est Octave Parango qui parle. Bien sûr, hein. Évidemment, c'est votre double magnifique. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous faites vôtre cette phrase de Louis-Ferdinand Céline? Je crois qu'elle est dans Mort à crédit. Vous disiez que c'était un auteur qui vous inspirait. L'amour, c'est cet infini à la portée du caniche. Oui, parce que c'est à la fois immense et ridicule. Et c'est ça que Céline a voulu dire. C'est-à-dire que c'est comme une prise de drogue. Enfin, je veux dire, l'amour nous transcende, nous rend meilleurs, nous rend chevaleresques. Nous magnifions quelqu'un. Stendhal parle de cristallisation. Nous transformons une branche d'arbre en collier de diamants. Et en même temps, parfois, on est déçu, ça retombe, l'effet magique ne dure pas. Et
et c'est très déprimant. Alors voilà, je joue avec cette idée-là depuis toujours. Bon, dans la réalité, moi, je suis assez épanoui et heureux depuis 16 ans. Oui, j'allais maintenant. vous dire, vous connaissez Voilà. forcément des femmes qui éclipsent les autres. Exactement. Et oui, j'ai eu la chance d'en rencontrer une à Genève en 2010 qui m'a débarrassé de toutes les autres. Mais c'est quand même le sujet que je préfère traiter parce que ça permet de montrer des gens qui se rencontrent, qui se tournent autour, qui se mentent, se séduisent, se larguent, se réconcilient. Enfin, c'est pour moi l'unique sujet de la littérature. Voilà. Ah, vous permettez que je lise encore un extrait. L'amour chez l'homme hétérosexuel ne s'explique que par la fatigue de courir les jupons. Le sentiment naît toujours d'une lassitude du donjuanisme. On aime pour cesser de cavaler. Bref, tout romantique cache un paresseux de la bite. C'est vraiment ignoble. Comment quelqu'un peut écrire ça aujourd'hui? Non, mais évidemment, oui. Surtout à l'heure de la messe. Non, mais c'est-à-dire, alors, j'ai toujours, c'est vrai qu'avec Octave, je me suis toujours amusé à imaginer l'angoisse du playboy qui tombe amoureux. Parce que un séducteur, il veut conquérir. Mais une fois qu'il a conquis quelqu'un, ça l'ennuie, il veut passer à autre chose. Et il se retrouve prisonnier, il se retrouve, je vais dire un mot obscène, heureux. Et ça, il supporte pas le bonheur, Octave. Donc ça m'inspire ce genre de réflexion. La peur de la retraite, en quelque sorte. Arthur de Vatrigan. Justement, pour pousser un peu plus loin cette réflexion, parce qu'en effet, c'est un des thèmes qu'on retrouve dans beaucoup de vos livres. Alors là, c'est vrai qu'il y a plus d'humour, mais une humour en fait qui cache quand même une mélancolie, quoi. Finalement, la vieillesse, ça marque. Et Oui. ce qui rend Merci. Non, mais c'est un compliment. Parce qu'il y a une profondeur depuis sur l'idée sur votre père, celui d'encore d'avant, qui est, on garde votre ton avec une profondeur nouvelle et qui, je pense, touche un public plus large, en tout cas ceux qui ont connu ce que votre personnage ou vous avez connu. Mais sur l'amour, est-ce que vos personnages, ils veulent aimer ou ils veulent vivre l'idée qu'ils se font de l'amour? C'est-à-dire qu'en fait, l'illusion de l'amour est une illusion qui est vitale pour eux. Mais c'est-à-dire que c'est l'état dans lequel on est le mieux, le plus grand. En fait, c'est presque comme une religion, l'amour. On devient tout d'un coup au-dessus de soi-même. On est capable de tout. Et donc ouais, Octave est peut-être accro à cette idée de l'amour. Vous avez tout à fait raison, comme une utopie. En même temps, c'est un obsédé sexuel, c'est un connard, c'est un séducteur. Il utilise tous les stratagèmes les plus ridicules pour coucher. Et il y a beaucoup de dialogues qui m'ont énormément amusé et qui me sont reprochés d'ailleurs par certaines lectrices. Je pense au moment où il aborde une femme à Londres et lui dit je vais vous manquer de respect, je vais traiter votre corps avec la plus grande irrévérence. Je fais même des théories sur la séduction parce que c'est quand même l'art français par excellence. Le marivaudage, le vaudeville et tout ça, et les liaisons dangereuses sont passées par là. Donc je fais des théories, il faudra acheter le livre pour les voir. Mais en gros, je dis qu'un vrai playboy, c'est quelqu'un qui résiste au refus, au rejet et aux humiliations. En fait, pour être un vrai playboy, il faut n'avoir aucun amour-propre. Ce sont des gens qui ont renoncé vraiment qui sont capables d'endurer des râteaux, des centaines de râteaux. Chose que moi, dans la vraie vie, je suis incapable de supporter. C'est trop difficile, trop vexant. Stéphane Simon. Alors, l'amour a changé aussi, hein, parce que parler d'amour hétérosexuel aujourd'hui, c'est presque faire de l'archéologie. Dans la plus jeune génération, elle refuse, en plus d'être genrée. Alors, il y a des filles qui aiment les filles et puis des garçons qui aiment les garçons, ça c'était assez convenu. Mais maintenant, il y a aussi ceux qui refusent de choisir, qui sont un coup garçon, un coup fille. Et dans les années 2020, c'est un moment de croissance de la bisexualité, hein, faut pas le nier. Et ça offre beaucoup de possibilités. Une femme dans le rôle de l'homme qui peut aimer un homme qui aurait fait sa transition en femme. Je vous sens un peu perdu, Frédéric. Est-ce que, sans mauvais jeu de mots, l'amour n'est pas devenu un grand bordel aussi ? Ça, je peux pas traiter ce sujet parce que je suis un hétéro de base conformiste, assez incurable. Encore que quand on proclame son hétérosexualité, ça cache quelquefois une homosexualité latente, hein. Comme si on avait à se justifier de quelque chose. Non, mais
il y a des tas de romanciers qui traitent les sujets dont vous parlez. Il y avait moi, j'ai été l'éditeur de Guillaume Dustan, qui parlait beaucoup de ça, de bisexualité. C'est pas non plus si nouveau que ça. Ce qui est peut-être nouveau, c'est la non-binarité, c'est-à-dire de pas choisir son camp. Je trouve que c'est assez, comment on pourrait dire, c'est un peu marketing, c'est-à-dire vous arrivez dans une soirée et absolument tous les gens présents peuvent être classifiés. Mais peuvent être des cibles. Peuvent être des cibles, peuvent être des possibilités. Ça augmente les possibilités, au fond. Ouais. Voilà. Toutes les personnes dans une soirée pourraient vous plaire, et peut-être même aussi les animaux, je ne sais pas. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement c'est l'esprit qui reprend sa force d'attraction si le corps a moins d'importance? Oui, c'est d'ailleurs une phrase qu'on entend souvent. Moi, je ne suis pas attiré par un homme ou une femme, mais par une personne. Bon, mais très bien, pourquoi pas? Écoutez, après tout, c'est simplement... Vous n'êtes pas encore convaincu. C'est quelque chose que je ne comprends pas trop. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la différence. En fait, ce que j'aime, c'est rencontrer quelqu'un qui est complètement le contraire de moi. Et c'est ça que je trouve le plus excitant, le plus érotique. C'est une personne qui est... Enfin, pour moi, une femme, c'est comme rencontrer un extraterrestre. Voilà, c'est quelque chose de tellement étonnant, de tellement... étrange, et c'est ça qui fait le prix de l'amour hétéro. Voilà. Arthur de Vatrigan. Alors justement, est-ce que c'est pas ça qui fait que c'est complètement inadapté à notre époque, à l'époque où on criminalise le désir, alors plutôt en ce moment le désir masculin, peut-être demain le désir féminin, parce que justement ce sont des incompréhensions. Est-ce qu'on peut aimer ou chercher une différence à l'époque où la différence devient suspecte, et à partir du moment où on ne se comprend pas et on ne se parle plus, c'est qu'on doute de pensées malsaines derrière? Votre constat est très pessimiste, mais il est vrai que la natalité baisse. Donc il y a forcément un problème quelque part. C'est vrai que si les rencontres sont de plus en plus difficiles, complexes, voire risquées, et puis en plus, il y a d'autres considérations. Les gens n'ont plus les moyens peut-être de faire des enfants, ils ont de moins en moins de... Enfin, ils ont des petits appartements, ça devient très, très difficile de se reproduire aujourd'hui. Sans doute, une des raisons est celle. Mais là, je ne parle même pas sur la reproduction ou la démographie, pour parler des termes plus universitaires. Je vois une nouvelle génération, 18, 16, 20 ans. L'application est plus rassurante que la rencontre dans un resto, dans une boîte de nuit. Oui, alors ça, encore quelque chose que je combats, parce que dans mon livre, il n'y a que des rencontres réelles. In real life, comme on dit. Je suis terrorisé par la robotisation du sexe, par par les applications de rencontres. Oui, je ne vois pas très bien comment Roméo et Juliette ou Tristan et Iseut se rencontrant sur Tinder, comment on peut raconter une histoire là-dessus. Et ça fait ghoster au bout d'une page, j'aurais plus rien. Exactement. Exactement. Mais nous aussi, nous allons vous ghoster. Restez avec nous sur Sud Radio, parce que nous nous retrouvons dans quelques instants sur Sud Radio, toujours avec notre invité Frédéric Becbédé. Ibiza a beaucoup changé. Un recueil de nouvelles que Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan ont dévoré chez Albin Michel. Nous nous retrouvons dans un instant sur Sud Radio pour parler notamment du temps qui passe. À tout de suite. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan sur Sud Radio jusqu'à midi, notre invité Frédéric Becbédé qui publie Ibiza a beaucoup changé. Chez Albin Michel, nous parlons notamment du temps qui passe et qui a bien passé depuis les années 90, oui, Stéphane. Ce titre vient de l'impression que votre double maléfique a eu en descendant de l'avion quand il est retourné à Ibiza après la pandémie. Pour faire court, les QR codes et les certificats de vaccination avaient remplacé les pilules d'acide et les vêtements fluorescents. On sent que vous pensez, vous, qu'il y a un avant et un après Covid, que celui-ci a cristallisé, a été le moment de cristallisation entre la mutation des deux mondes et qu'on ne reviendra pas au précédent. Et vous dites la différence entre le XXe siècle et le XXIe, c'est que le XXe siècle cherchait toujours à réduire les distances, alors que le XXIe ne fait que les augmenter. Oui, c'est très frappant. C'est-à-dire que l'utopie de la fin du XXe siècle, c'était par exemple les trains à grande vitesse. Vous voyez, on voulait absolument se rapprocher le plus vite possible des autres.
c'était les grandes rave parties avec cette nouvelle musique qui est née à ce moment-là, la house ou techno, qui faisait qu'on aimait les grands rassemblements de milliers de personnes qui dansent et qui rentrent dans une sorte de transe. Le Covid et la période actuelle, c'est plutôt l'inverse. C'est l'isolement devant son écran, c'est l'espacement dans les lieux publics. Les gestes barrières. C'est le danger des rencontres, c'est la méfiance réciproque. Et je dis ça aussi dans une chanson de Bon Entendeur. Ma génération est passée en un clin d'œil de l'inconséquence à la paranoïa. C'est terrible de se dire ça, c'est que les jeunes qui se protègent, deviennent hygiénistes et font des randonnées à vélo au lieu de s'autodétruire. Avec un ton de dégoût. Mais oui, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que pour moi, l'âge de la jeunesse, avoir 20 ans, c'est être insouciant, c'est être irresponsable, c'est faire des bêtises. C'est polluer. Alors, pas forcément polluer, on peut s'embrasser et trier ses déchets si on y tient. Voilà. Mais moi, j'ai le souvenir de soirées où même les gens s'embrassaient sans se connaître, sans connaître le prénom. Il y avait... voilà. On est devenus coincés. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une régression sur ce plan-là, et c'est plutôt triste. Et alors bon, comme c'est quand même un recueil de nouvelles de fiction à tendance humoristique, j'en rajoute peut-être un peu sur le regard de cette Octave Parango désabusé, qui est peut-être tout simplement celui d'un vieux con. Arthur de Vatrigan. Un vieux con, mais étonnamment, comme lui ne change pas, contrairement aux époques, tout devient, il y a un éclat d'héroïsme qui apparaît. On devient un héros pour pas cher, en fait, quand on change pas trop dans votre génération, c'est quand même pas mal. Mais je regarde sur les années 90, et on en discutait un peu tout à l'heure, justement, c'est comment expliquer cette ambiance très étrange qui a vu la littérature française avec un tournant d'audace, d'influence, bien au-delà des frontières, extraordinaires. Volodine, Dantec, Houellebecq, vous qui faites partie de ce monde de la littérature qu'il avait vécu, qui le vit encore, mais qui avait vécu de l'intérieur, ce moment très particulier, comment l'expliquer ? Oui, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, avec la chute du mur de Berlin, une sorte d'utopie, que peut-être on vivrait dans un monde en paix. Et puis, je vous dis, on était obsédé par l'idée des voyages, comme il y a eu l'euro qui est arrivé, on se sentait chez soi, à Erasmus. Berlin, à Barcelone, à Rome, on était partout, un peu dans le même pays. Et voilà, il y a eu ce rêve jusqu'au 11 septembre 2001. J'ai consacré un livre à cette tragédie. Windows on the World. Et oui, et c'était à ce moment-là, c'était le coup d'arrêt. Peut-être qu'à ce moment-là, oui, la littérature française s'est reconnectée avec le réel, à la Balzac, grâce aux particules élémentaires de Michel Houellebecq en 98. À d'autres aussi, vous avez mentionné Maurice G. Dantec, que j'ai bien connu, qui était un écrivain très important, mais vous avez peut-être omis Virginie Despentes, parce que quand même elle a joué un rôle aussi à ce moment-là. C'est pas volontaire. Non, vraiment mais c'est pas. vrai. Non, c'est vrai que les premiers romans de Virginie ont aussi fait entrer en littérature un certain langage d'argot, de verlan, et puis décrit des lieux qui n'étaient pas dans les livres. Comme, je sais pas moi, les peep shows, des choses comme ça. Et voilà, il y avait un libertarisme et un sens de l'observation sarcastique et un cynisme même qui était très jubilatoire et qui a effectivement été traduit dans le monde entier. Stéphane Simon. Il y a dans votre livre un manifeste de résistance à l'intelligence artificielle qui est assez spectaculaire, que je recommande à la lecture. Vous dites d'ailleurs que la situation actuelle de l'humanité vous fait penser au suicide des lemmings. Vous savez, c'est ces petits rongeurs qui se jettent dans la mer de Norvège. Faut-il, oui ou non, se jeter collectivement dans le vide ? Ça, c'est une vraie question sur laquelle on va revenir, parce que vous dites la gauche et la droite sont désormais des catégories obsolètes. Le débat désormais, c'est entre les accélérationnistes et les extinctionnistes. J'explique. Les accélérationnistes n'ont aucune idée de ce qu'ils vont obtenir, peut-être un totalitarisme digital, et les extinctionnistes, ils veulent revenir en arrière, en 1999, au moins ça, on connaît. Oui, et je fais partie de cette catégorie. Je vais même plus loin, je dis que si ça continue comme ça à se développer, c'est-à-dire que c'est environ 5 compagnies américaines qui vont prendre le pouvoir sur toute l'humanité,
eh bien, à un moment, peut-être qu'il faudra aller en sous-marin, couper les câbles qui nous relient à Internet et éventuellement brûler 1 ou 2 data centers pour gagner quelques mois de répit. Et je parle de cette panne d'électricité qui a eu lieu à Madrid, vous savez, l'an dernier. Absolument. Il y a eu des gens... Dans toute l'Espagne. Tout d'un coup, les gens n'avaient plus de téléphone, plus rien. Ils ne pouvaient plus payer avec leur carte de crédit. C'était le foutoir total, mais il y avait un côté l'an 1 de GB. Il y avait des gens qui se sont mis à jouer de la guitare dans les parcs, à danser, à chanter. Ouais. Ils sont allés aux terrasses des cafés. C'est vrai. Et donc voilà, je rêve un petit peu qu'on ralentisse dans cette espèce d'accélération vers un monde inhumain. Et c'est quand même paradoxal de regretter cette panne d'électricité géante et de ne pas regretter le confinement, par exemple. Parce qu'on avait découvert aussi d'autres attitudes à ce moment-là. Oui, mais dans le confinement, j'ai eu l'impression qu'on nous interdisait tout ce que j'aime. C'est-à-dire sortir, boire un coup, les restaurants, les librairies, les cinémas, les théâtres. Donc tout était... Alors c'était positif par un certain côté, c'est-à-dire qu'on se recentrait sur ses proches. Mais enfin, une journée, par exemple, où on dirait on arrête les écrans complètement, on éteint Internet pour voir ce qui se passe. Ça pourrait être un test intéressant. Ouais. Et vous dites que d'ailleurs que la France, qui est un pays littéraire par excellence, peut incarner la résistance aux entreprises américaines de décervelage, comme vous l'écrivez. Vous pensez vraiment que la France peut donner l'exemple aujourd'hui ? On a un avantage, c'est qu'on est nul là-dedans. Comme on n'a pas créé Facebook, on n'a pas créé Google, donc puisqu'on est mauvais, faisons-en une force. Et notre force, c'est notre art de vivre, c'est notre mode de vie qui est objectivement le plus luxueux au monde. C'est pour ça que le pays coûte si cher, c'est pour ça qu'il y a tant d'impôts. C'est parce que, en fait, la France, c'est un hôtel de luxe, c'est un palace. Les paysages sont sublimes, les monuments sont magnifiques, et donc, montrons au monde qu'on peut refuser d'être tout le temps rivé à son téléphone, et qu'on peut aussi marcher, rencontrer, admirer, discuter, comme nous le faisons là, s'engueuler. Pourquoi pas ? Tiens, Arthur de Vatrigan. Si vous deviez garder qu'une seule chose du siècle passé, ce serait quoi ? Gatsby le magnifique. Pas mal. Oui, c'est un bon choix. Et à l'inverse, allons dans 20 ans, on a à peu près compris ce que vous regrettiez des années 90. Qu'est-ce que vous regretterez peut-être dans 20 ans de l'époque actuelle ? C'était l'époque où j'étais encore vivant. Ah oui, pas mal. Bien sorti, bonne pirouette, effectivement. Alors Stéphane Simon. Vous avez beaucoup fait la fête, hein, vous en avez même fait des livres. Vous dites d'ailleurs encore une fois que l'intérêt des fêtes est de suspendre le temps pour nous rendre heureux quelques instants. Mais alors j'ai appris récemment, en vous voyant dans une vidéo, que vous aviez arrêté de boire. Et la fête sans alcool, ça existe vraiment ? Alors, c'est différent. Non, c'est très différent, mais c'est surtout mieux le lendemain. Ouais. Quand on se réveille le matin, on est plus en forme et on n'est pas... moins mélancolique. Voilà, exactement. Oui, j'ai dû arrêter de boire en 2023 à la suite d'un arrêt cardiaque, mais... J'ai des rechutes. Parfois, disons, une fois de temps en temps, je peux boire un cocktail. Je trouve que ça bien quand on a arrêté de boire, c'est qu'un cocktail suffit à faire de vous quelqu'un de complètement ivre. L'effet de l'alcool est bien plus rapide. Donc voilà, arrêter de boire et un verre par mois, mais vraiment bien planifié. Oui, avec la plus grande démodération et en montant en gamme, bien entendu. Arthur de Vatrigan. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez de cette mode des vins sans alcool, des alcools sans alcool, des cocktails sans alcool, des steaks sans viande on a l'impression qu'on critique tout ce qu'on a aimé, mais qu'on le recopie, mais différemment. De manière édulcorée et inoffensive. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'hygiénisme. C'est très effrayant, l'idée qu'on veuille tellement se protéger. Mais la vie, c'est, comme le dit Fitzgerald, un processus de démolition. Et donc, il faut l'accepter. Alors, cela dit, j'ai goûté les vins sans alcool, c'est ignoble. Mais en revanche, un Morito Virgin, vous voyez, c'est-à-dire qu'on remplace le rhum par du Perrier. On laisse la menthe, le citron, les glaçons, et ça marche assez bien. C'est une boisson fraîche, pas trop sucrée. C'est un sirop.
Non, Une non, boîte non. d'enfants en goûter. Mais écoutez, je vous assure, quand on a bu beaucoup de Mojito dans sa vie et qu'on passe au Virgin Mojito, le goût change pas tellement et on a même presque l'impression d'être bourré. Presque. C'est exceptionnel. Formidable. Effectivement. Restez avec nous, justement. On va parler du spectacle dans un instant, de la société du spectacle, toujours avec notre invité Frédéric Becbédé qui publie Ibiza a beaucoup changé chez Albin Michel. On se retrouve dans un instant avec Arthur de Vatrigan et Stéphane Simon sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Avec Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan sur Sud Radio, nous sommes en compagnie de notre invité Frédéric Becbédé jusqu'à midi. Un enfant du XXe siècle et orphelin des années 90. Parlons notamment de la société du spectacle. Stéphane Simon. Oui, parce que dans ce recueil de nouvelles, il y a une nouvelle très intéressante qui s'appelle « Comment réussir dans l'audiovisuel ». Ça va intéresser forcément. Qui est un mélange d'expériences vécues, de constats sociologiques, de conseils ironiques que vous avez eu le temps de dresser depuis 30 ans. Mais avant de parler de cette vision de la télévision et comment réussir dans l'audiovisuel, je voudrais vous dire un mot quand même sur les réseaux sociaux, parce que pendant longtemps, vous n'y étiez pas, Frédéric. Oui. Et puis, vous y êtes venu. Et on peut dire aussi que votre émission littéraire Bienvenue chez la Pérouse, Conversation, pardon, chez la Pérouse, eh bien, elle est largement relayée sur ces réseaux sociaux. Et pour autant, vous dites, tout ce que je vois sur Instagram, je n'y crois déjà plus. Alors, expliquez-nous, clarifiez un peu tout ça. Non, mais c'est un nouveau média sur lequel j'ai beaucoup blagué, parce qu'il est complètement narcissique, parce que les algorithmes vous proposent vraiment des choses très abrutissantes et même dégradantes, je trouve, pour les femmes, quand on voit, franchement... j'ai dû cliquer une fois sur une meuf en bikini, maintenant j'en reçois des milliers. C'est très étrange. Non, mais en revanche, oui, on peut aussi s'en servir pour défendre la culture, la littérature. Et moi, j'ai créé depuis 4 ans. C'était d'abord sur Radio Classique, puis ensuite... Quand ils m'ont viré, j'ai continué tout seul. Et grâce à Instagram, je peux promouvoir les rencontres. Là, cette semaine, j'ai Didier Decoing. La semaine prochaine, Charles Danzig. J'en profite pour faire de la promo. Et je suis très heureux de pouvoir discuter avec des écrivains, des intellectuels, de manière très sérieuse et en même temps très, très déconnante. Donc j'avais tort peut-être d'avoir une réticence a priori. C'est la manière dont on s'en sert qui peut le rendre bénéfique ou complètement stupide. Alors, comment réussir dans l'audiovisuel ? Vous vous attardez pour expliquer ce qu'est un bon client. Ça, c'est important, parce que ça me parle beaucoup, moi, évidemment. Je vous cite, une personne capable de tenir des discours séduisants d'une durée de 25 à 45 secondes. Hein, c'est assez précis. Oui. C'est ce secret qui a permis l'élection de Donald Trump. Là, on vient à des choses plus sérieuses. Capacité à marteler des provocations simples au vocabulaire limité. Oui. Ouais. Je crois que là, ce qui a expliqué l'élection puis la réélection de Trump, c'est vraiment son savoir-faire médiatique. C'est un animateur de télé-réalité qui a une façon de s'exprimer très brutale, très provocatrice, très cynique et en même temps comique. Et je suis déjà trop long par rapport à Trump. Ah oui, mais le job de l'animateur qui n'est pas fait là par Jean-Marie, c'est d'interrompre les développements trop longs, c'est-à-dire d'empêcher les invités de tenir un raisonnement intelligent. Je vais interrompre aussi les chroniqueurs à cette me-là. Vous auriez jamais pu voter Trump, Frédéric Becbédé ? Non, je pense pas, mais mon père était très pro-Trump, il aimait beaucoup, et on avait des discussions, parce qu'il me traitait de politiquement correct, et lui admirait énormément justement la liberté de ton, le fait qu'il soit... qu'il ait envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière de Washington. Donc, bon, on en parlait avec mon père. Non, mais c'est techniquement, j'essaie de parler un peu de ce que c'est comment l'audiovisuel transforme les hommes politiques. Et c'est maintenant comme ça aux États-Unis, mais on le voit très bien en France aussi.
il faut pas faire des raisonnements trop longs. It's boring. Ouais, on a zappé avant la fin de la phrase, effectivement. Arthur de Vatrigan. Et c'est vrai qu'avec Trump, on a redécouvert la parole performative, ce qu'on avait un peu oublié. Oui. Et puis aussi que le politique, s'il voulait faire des choses, il pouvait, qu'on aime ou pas Trump d'ailleurs. La mais parole performative, c'est un peu mignon, quoi. Il a dit qu'il allait rouvrir le détroit d'Ormuz, on attend toujours. Hein. Oui, mais après il a dit qu'il finalement il allait pas le rouvrir. En fait, ils s'en foutent. Oui, le c'est pas grave. principe, c'est de parler. C'est pas les idées comptent pas. Mais j'ai pas eu tout ce que j'avais prévu comme question, mais comme vous avez parlé de votre émission littéraire, je me pose la question depuis Bernard Pivot. Est-ce que vous pensez sincèrement que des émissions de littérature ont donné envie de lire à des gens? Je connais beaucoup de gens qui achètent après des émissions. Il y avait Pivot, il y a eu Ardisson, il y a eu Ruquier. Vous, votre émission est encore plus littéraire, donc je suppose que ce sont des gens qui lisent, qui vous regardent. Mais est-ce que, au-delà d'acheter des bouquins, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui, grâce à la télévision, sont mis à la littérature? Oh oui, quand même. C'est-à-dire que sur le nombre de gens qui achètent le livre, il y en a peut-être un pourcentage qui vont l'ouvrir. Soyons un petit peu constructifs. Vous savez, la littérature est vraiment menacée de toutes parts. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de lire. Le cerveau humain des jeunes est de moins en moins programmé ou connecté pour se concentrer. Donc il faut se bagarrer partout et créer des émissions où on discute avec des auteurs en essayant que ce soit original, ludique, insolent. C'est peut-être, j'espère, un moyen de leur donner envie de lire. J'ai d'ailleurs beaucoup de retours dans ce sens, de gens qui me croisent dans la rue, qui me disent « vous m'avez donné envie de lire Marie-Hélène Lafon » ou je ne sais pas, Clarisse Gorokoff. Donc j'espère que je fais un travail utile. Et encore une fois, ce qui est surprenant, c'est que ce soit sur Internet et fait par un média privé, le Figaro TV, et pas sur le service public. Et je vous recommande cette autre excellente émission que vous retrouvez à partir de 14h sur Sud Radio, le coup de cœur des libraires, avec Valérie Expert et Gérard Juste Collard. une question en plus, Oui. pardon Stéphane, Oui. est-ce qu'un écrivain c'est un bon client? Parce qu'on part du principe s'il écrit, c'est qu'il veut pas trop parler. Oui, alors Est-ce ça que c'est un dépend. bon client? Ça dépend, mais je trouve que oui, quand même. Parce que, en fait, un bon client, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et j'ai animé, et notamment avec Stéphane Simon, des émissions où on recevait des chanteurs, des acteurs, des gens de tous horizons. Souvent, les écrivains arrivent avec un discours. Ils ont une histoire à raconter. Les clients les plus difficiles, c'est plutôt les comédiens. Et les chanteurs. Quand ils n'ont pas de texte, c'est plus compliqué. Enfin, ça dépend lesquels, mais... Alors, il y a quelque chose de fascinant chez vous, Frédéric, c'est que vous avez toujours été critique de la télévision. Mais à côté de ça, vous avez bien compris que si tu ne passes pas à la télévision, tu n'existes pas. Ouais. Alors, comment on fait pour être sur la ligne de crête ? Justement, moi, j'ai toujours bien aimé être à la fois dedans et dehors. Quand j'étais dans la pub, j'ai écrit ce livre, 99 francs, qui racontait ce métier. J'ai ensuite fait un livre sur une radio de service public où j'étais arrivé un matin sans texte et viré dans la minute. Je trouve que c'est peut-être, je ne sais pas, les écrivains ont tous une mission différente, ou alors pas de mission du tout, c'est encore mieux. Mais j'ai l'impression que moi, je participe à ce monde pour le regarder, le décrire et s'en moquer un peu. C'est le rôle que comme je un me passager suis... clandestin. Oui, comment ? Comme un passager clandestin, presque. à Oui, vous ou entendre. un espion, ou Oui. un agent double. Et oui, c'est vrai que là, dans ce texte-là sur la télé, j'ai jamais écrit vraiment sur la télévision, donc je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je raconte tous ces petits conseils que m'ont donné Thierry Ardisson, Michel Denisot. Denisot, par exemple, c'est celui qui m'a dit, au Festival de Cannes, ne mets jamais des lunettes de soleil, parce que ça rend antipathique. Des petites choses comme ça. Il faut avoir des petits gimmicks à la télé, des petites phrases pour meubler quand on n'a rien à dire. C'est des techniques en fait que le grand public ne connaît pas, mais que vous mettez en pratique avec beaucoup de talent. Ah, on essaye, c'est un métier. En même temps, on est payé pour le faire. Arthur de Vatrigan. Vous avez une phrase pour meubler là maintenant? Mais je suis très heureux d'être avec vous. Quelle belle matinée sur Sud Radio. Ça semble sincère. Non, ça fait surtout le mec qui a plus d'émissions depuis longtemps. C'est exactement le cas. Effectivement. On parlait de l'amour tout à l'heure, et à propos de l'amour, vous écriviez que je suis devenu écrivain pour rencontrer quelqu'un qui n'existe pas.
est-ce que le Frédéric Beigbeder vieillissant ne pourrait pas plutôt écrire désormais « Je suis devenu écrivain pour raconter un monde qui n'existe plus ». Ah oui, c'est très joli. Je vais corriger dans la réimpression du livre et mettre cette phrase à la place. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour des écrivains qui écrivent à l'imparfait. Je trouve que on peut pas tellement connaître son époque tout de suite. Mais quand on laisse passer 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies, le regard sur l'époque devient plus beau, plus féerique, plus nostalgique. Parce qu'au fond, c'est quoi ce livre? C'est pas vraiment une enquête sur un homme, c'est plutôt un regard sur la jeunesse perdue. C'est ça. Octave, il a fait la fête, il s'est amusé, il est sorti beaucoup, il se souvient peu de tout ça. Et aujourd'hui, il approche la soixantaine et il déplore sa jeunesse oubliée. Voilà. Mais c'est vraiment un livre pour tous ceux qui ont aimé les nouvelles sous extasie, L'amour dure 3 ans, Ibiza a beaucoup changé, c'est dans cette veine-là, c'est-à-dire ce sont des petites pensées aussi exprimées à travers des nouvelles qui nous font du bien, parce que ce monde que l'on dépeint, c'est un monde qu'on aime bien, évidemment, et c'est un monde qui est décrit avec gourmandise par Frédéric, et donc forcément on s'y accroche et on a envie de s'y replonger franchement. Et c'est la raison pour laquelle on vous recommande cet ouvrage. Ibiza a beaucoup changé, publié chez Albin Michel. Merci Frédéric Beigbeder d'être venu nous voir un dimanche matin sur Sud Radio. C'est quand même pas si courant que ça, effectivement. Merci à vous Stéphane Simon. On vous retrouve probablement la semaine prochaine en duplex depuis le Festival de Cannes, où vous présenterez notre sans lunettes de soleil. Sans lunettes de soleil. Où vous présenterez ce film L'Abandon sur les derniers jours de Samuel Paty qui sera présenté au Festival de Cannes. Merci à vous également Arthur de Vatrigan, je le rappelle, directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, présent dans vos kiosques depuis plusieurs jours. À suivre, il était temps d'y passer, juste après les informations de midi, La vie devant nous avec Laurent Permas qui va nous donner, vous allez voir, c'est possible, envie de vieillir. Frédéric Beigbeder, vous verrez ça. On vous donnera quelques conseils juste après les infos. Bon dimanche à tous sur Sud Radio.